Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le bilan s'alourdit à 62 morts au Burkina Faso suite à l'attaque terroriste suivie d'affrontements intercommunautaires entre dimanche et mardi dans la commune d'Arbinda, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Mali. Les pilotes ont respecté toutes les procédures. Le rapport préliminaire des autorités éthiopiennes sur l'accident du 737 MAX survenu le 10 mars à Addis Abeba, l'enquête met en cause l'avionneur américain Boeing. Et cette incroyable exposition sur les égouts du Caire, un projet porté par une enseignante découverte en fin d'édition. Le bilan des attaques survenues dans le nord du Burkina Faso a été revu à la hausse avec 62 personnes tuées. Dans la nuit de dimanche, des individus armés ont pénétré dans le village de Amkan, situé à 7 km d'Arbinda. Ces violences se sont produites quelques jours seulement après le massacre de 160 habitants Peul, cette fois au Mali. Dans un communiqué ce mardi, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements d'Arbinda. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, toujours sous le choc au lendemain des violences communautaires à Arbinda et à Zouaga. Au moins 62 personnes y avaient trouvé la mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril, après avoir annoncé le renforcement des mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a invité la classe politique à la préservation de la paix. Si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir donc à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et ce qui s'est passé donc à Arbinda, comme je disais, et à Zouaga, sont des éléments donc inacceptables et nous le condamnons. Même son de cloche dans les rangs de l'opposition politique, Zéphirin Diabré a exprimé sa compassion à la nation et le soutien de l'opposition aux forces de défense et de sécurité. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement, et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. À noter que le chef de l'État a reçu les partis membres de la majorité. Ces rencontres se tiennent en prélude du dialogue politique annoncé courant avril et qui permettra aux partis de discuter des questions politiques, notamment l'adoption de la nouvelle constitution et les échéances électorales de 2020. Ce dimanche marquera le 25e anniversaire du génocide rwandais. Ce génocide, un drame qui a fait 800 000 morts. Une période de deuil national a été décrétée, 100 jours, comme le temps qu'a duré ce massacre de masse. 25 ans après le génocide, le Rwanda se souvient, un devoir de mémoire marqué notamment par cette conférence internationale à laquelle a assisté notre correspondant Fraterno Ndakaisienga. À l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, une conférence internationale sur le génocide a été organisée à Kigali les 4 et 5 avril 2019. Au menu des discussions, la réflexion sur les perspectives et les défis d'une société post-génocide. Si la conférence rassemble les différents experts du monde entier, c'est parce que les initiateurs du génocide au Rwanda étaient des intellectuels, selon les organisateurs. Ces quelques exemples pris à titre d'illustration vous montrent que les intellectuels de divers domaines que nous représentons ici doivent jouer un rôle essentiel dans la réflexion sur le génocide afin de chercher des mécanismes pour sa réelle prévention, sa gestion, la gestion de la mémoire et pour la solidification d'une société post-génocide plus pacifiée. Selon ces intellectuels rassemblés à Kigali, il y a eu beaucoup de partis qui ont eu un rôle direct ou indirect dans le génocide perpétré contre une partie de la population rwandaise, en l'occurrence les médias et les églises. Selon ces experts, il est important que les populations comprennent que les différences servent à renforcer la diversité qui conduit à l'unité. Cela se justifie bien que le Rwanda n'accepte plus les politiciens qui veulent utiliser la carte ethnique pour jouer au jeu politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction ethnique que des Rwandais seulement. Et nous apprécions tout ce que le Rwanda entreprend dans ce sens. Pour rappel, le génocide de 1994 au Rwanda a emporté plus de 800 000 personnes selon l'Organisation des Nations Unies. Ce 7 avril est prévue une cérémonie de commémoration du dernier génocide du XXe siècle. 25 ans après, le Rwanda est cité comme modèle de développement.
On en vient à ce rapport accablant pour Boeing. Presque un mois après le crash du Boeing 737 MAX de l'Ethiopian Airlines, les premiers éléments de l'enquête ont été publiés ce jeudi, très critiqués depuis les crashs de deux 737 MAX, celui en Indonésie le 29 octobre faisant 189 morts, puis de l'Ethiopian Airlines le 10 mars qui a fait 157 morts. L'appareil du constructeur américain est directement mis en cause. L'enquête met en évidence des défaillances dans le système anti-décrochage. Amenedji. Dans un récent rapport sur l'accident du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines, les autorités éthiopiennes ont étudié les circonstances et évalué les responsabilités du drame qui a fait 157 morts. L'appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer, faisant 189 victimes. Depuis le début, de nombreux experts avaient noté la ressemblance entre la tragédie du vol ET-302 et celle du vol 610 de Lion Air. Il existe une similitude évidente avec l'accident de Lion Air, car il s'agit tout d'abord du même modèle d'avion tout neuf. Je pense que deux accidents mortels en 5 mois en dit long sur lui-même. Par ailleurs, la durée des vols est également presque similaire. Notre vol était de 6 minutes, un vol très court. Selon les résultats de l'enquête préliminaire, l'équipage aurait réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures fournies par le constructeur de l'appareil, mais n'aurait pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion. Le rapport recommande donc que le système de gestion de vol de l'avion soit revu par le fabricant américain. D'ici là, Ethiopian Airlines devra rassurer ses clients et relever les défis financiers. Si nous parlons de conséquences financières, c'est énorme, car ce tragique accident est unique à bien des égards. Le Boeing 737 MAX avait été livré en 2018 à la compagnie éthiopienne et avait fait l'objet d'une révision le 4 février 2019. Brazzaville va abriter la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Grand événement qui va se dérouler du 16 au 18 avril au Palais des Congrès. Et au total, ce sont 7000 participants qui sont attendus à cette rencontre qui, depuis maintenant 3 ans, rassemble les acteurs du secteur des TIC. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. 7000 participants sont attendus à la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN du 16 au 18 avril 2019 à Brazzaville. Cette année, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la dimension business de l'événement qui est longtemps resté orienté dans les domaines techniques et de l'innovation. La particularité, c'est sa dimension internationale qui se confirme, qui se concrétise à travers effectivement de nombreuses entreprises, institutions qui participeront. La deuxième chose, c'est surtout la dimension business qui est ajoutée à ce salon qui est resté pendant longtemps dans le domaine technique et d'innovation. Et puis, il faut dire aussi l'innovation qui va prendre une autre dimension avec les incubateurs et tout ce qui touche les pépinières d'entreprises et les startups. Plusieurs activités sont prévues au menu du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Entre autres, le lancement de la première société privée de fibre à domicile. On note aussi la signature de nombreux contrats et accords avec des partenaires étrangers. Et il faut dire aussi qu'il est très important, c'est le nombre croissant d'entreprises présentes à ce salon. On était tourné autour de 40 l'année dernière et cette fois-ci, on va tourner autour d'une 60 d'entreprises, entre 15 et 20 qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'international. On constate déjà que ce salon, il assoit cette dimension internationale et en plus de ça, quantitativement, nous sommes en train d'avoir des chiffres qui sont croissants depuis 3 ans. L'association Pratique, qui a lancé ce salon en 2017, entend aussi augmenter le nombre de personnes qui bénéficieront des formations gratuites qui seront dispensées. Le salon OSIAN promeut depuis la première édition les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les solutions numériques et l'innovation. C'est peut-être l'une des expositions les plus insolites de l'année en Égypte. Il s'agit d'une exposition photographique dédiée aux égouts du Caire, une plongée dans l'un des lieux les plus intrigants et les plus secrets de la capitale. Gravures d'anciens couvercles d'égouts révèlent les développements sociaux du Caire. Ils font l'objet d'une exposition au cœur de la capitale égyptienne, Cairo Sewer Covers. Le plus ancien couvercle d'égout présenté à l'exposition remonte à 1914. Ce travail de recherche historique et sociale est celui de Salma Nassar, enseignante à l'université américaine du Caire.
C'est quelque chose de très politique. En 1904, l'idée d'un système d'égout a été introduite au Caire. Cela remonte à l'histoire d'un ingénieur anglais qui s'est vu confier le service d'assainissement. Ce service a alors été planifié et exploité pour la première fois. Ceci a été accordé pour la première fois aux 100 000 habitants du Caire à l'époque. Ces archives de couvercles d'égout photographiés et documentés géographiquement révèlent le privilège du service d'égout accordé à une certaine classe sociale, un concept inconnu de division sociale. La priorité du service d'égout a toujours été donnée aux riches égyptiens de l'époque. Beaucoup de ces couvercles d'égout ont une histoire et ils sont datés. Certains d'entre eux l'étaient à l'époque des Britanniques ou à l'époque de la venue des Arabes en Inde. Je remarque donc d'anciennes dates et compagnies indiennes. C'est vraiment un excellent travail. Ce projet est né en 2016, une enquête de fond dans les rues du Caire. L'exposition met l'accent sur les cartes produites tout au long des recherches, des cartes qui selon l'auteur sont des documents politiques, des armes de développement et des sources de connaissances. Cairo Sewer Covers présente 36 photographies de couverture d'égout et un prototype grandeur nature. Un sujet de Vina Nodin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.